sucre en énergie. Donc c'est très bien de vouloir faire du sport dans tout ça, mais si vous avez des mitochondries qui ne fonctionnent pas correctement, en fait, tout le temps que vous allez passer à vous entraîner ne servira absolument à rien. Tout ce que vous allez faire en effort pour essayer de manger correctement ne servira absolument à rien. Donc c'est vraiment un état d'équilibre interne qu'il faut essayer d'avoir et de prendre soin. Donc l'alimentation, pour moi, c'est le 30% du résultat que vous pouvez avoir sur un état de transformation physique ou de performance. 30%, c'est tout ce qui touche à la récupération, le sommeil de qualité, vous forcez à arrêter de regarder les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher ou alors d'être planté sur le téléphone, vous exposez le plus longtemps possible à la lumière du jour. On a des petits capteurs à l'arrière de nos rétines qui captent la lumière du soleil, qui va également directement lancer une bonne production de votre système hormonal dès le matin. En été, si vous pouvez le plus vite possible aller vous exposer à la lumière du soleil, c'est vraiment super important. Le problème justement, c'est qu'en hiver, on n'est pas souvent exposé au soleil. Et donc dans ces cas-là, moi je conseille quand même de se supplémenter. Il y a certains compléments, certaines supplémentations qui sont intéressantes à avoir. Il y en a beaucoup qui ne servent pas à grand-chose. Mais l'exposition au soleil est primordiale. Et ça va avoir directement un impact sur le fonctionnement de votre cycle circadien. C'est vraiment très important. Je vous avais évoqué avant le fait de bouffer des sucres, des glucides dès le matin. Vous mangez votre tartine le matin, il y a de fortes chances que vous soyez attiré par du sucre tout le reste de la journée. Gros pic d'insuline, gros crash. Et donc pour éviter d'avoir le gros crash, on va faire quoi? On va redonner du sucre. Et en fait, on va faire yo-yo toute la journée. On ne va rien lisser du tout. Donc les sucres le matin, c'est vraiment à éviter. On m'a demandé hier, justement, le jus d'orange du matin ou l'orange du matin, j'adore manger ça. Ce n'est pas forcément problématique à partir du moment où vous couplez avec une bonne source de protéines et d'acides gras et de fibres au travers des légumes. Fruits et légumes par jour, les 5 qu'on veut manger, oui et non. Les légumes, oui. Les fruits, non. Les fruits, aujourd'hui, c'est une véritable saloperie. D'un point de vue hormonal et qu'est-ce que ça engendre sur votre organisme, c'est presque l'équivalent de se bouffer les gâteaux qu'il a fait François. Bon, toi, ils sont encore assez sains, ça va, c'est pas si pire. Arrête d'écouter Coco. Pourquoi les fruits ne sont pas forcément très bons? Il y a 2 raisons à ça. Dans la plupart des glucides que vous allez manger, avec que ce soit les différentes formes de riz, de pain, de pâtes, patates et autres, vous avez la composition, donc des glucides, c'est en gros molécules de fructose et de glucose. Vous avez toujours les 2 ensemble. Le problème, c'est que votre foie est fait pour traiter, ça dépend encore des personnes, entre 20 à 25 grammes de fructose sur la journée. Donc si vous mangez déjà un peu de pain, une bonne dose de riz et de pâtes sur la journée, il y a de fortes chances que vous avez déjà votre quota de fructose. Votre foie est déjà surchargé en fructose. Une pomme de 70 grammes amène à votre organisme environ 7 grammes de fructose. Ça veut dire que déjà avec une pomme, vous avez le quart de votre dose de fructose de la journée. Donc si vous aimez bien manger des fruits et que vous en mangez 2-3 dans la journée, il y a de fortes chances que vous ayez déjà quasiment surchargé votre foie en fructose. Comment se passe la dégradation de fructose? C'est compliqué parce que ça demande une grosse réaction enzymatique au niveau de votre foie pour casser le fructose. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, fructose dégradé en triglycérides. Triglycérides, 3-glycérol. Aujourd'hui, on croit que le foie gras, que le cholestérol provient du surplus de malbouffe grasse. Pas du tout. C'est le surplus de fructose qui encrasse votre foie. Combien de personnes, et pour donner un exemple, combien de personnes comme ça ne comprennent pas pourquoi elles ont beaucoup de cholestérol? Pourtant, elle n'est pas obèse, la personne, elle n'est même pas en surpoids. Mais ce sont des personnes qui aiment bien manger des fruits, du sucre, toute la journée à l'année. Et donc, en fait, ces triglycérides sont des sources de graisse qui, surchargées, votre foie n'arrive plus à les éliminer
et on va se retrouver petit à petit à créer une sorte de cirrhose hépatique parce que votre foie est complètement engraissé et puis il n'arrive plus du tout à nettoyer et à éliminer du coup le surplus de graisse avec lesquelles il s'est engorgé. La plupart des graisses, il y a des bonnes, des mauvaises, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, même en mangeant tous les jours du saucisson, vous n'allez, malgré tout ça, pas, ou avec très peu de chance, développer... Merde, j'aurais pas dû dire ça. Ça va être saucisson tous les soirs maintenant. Avec de la bouffe vraiment grasse, fromage, charcuterie, tout le bordel, vous avez peu de chances de développer du cholestérol si vous continuez à bien vous entraîner, à bouger, et que vous ne surchargez pas votre foie, du coup, en fructose. C'est encore des fausses croyances. D'ailleurs, un truc tout con pour vous dire à quel point on connaît tellement mal le sujet. Si je vous demande de m'expliquer ce que c'est le cholestérol, qui peut m'expliquer ce que c'est le cholestérol aujourd'hui? Est-ce que vous savez vraiment comment fonctionne le cholestérol? En gros, on vous a parlé de LDL et de HDL. On vous a dit que le HDL, c'était le bon et que le LDL était le mauvais cholestérol. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure que tout système hormonal sont que des messagers pour donner des réactions enzymatiques dans votre corps. Le HDL, c'est, pour faire simple, une navette qui va prendre des hormones et qui va l'envoyer dans toutes les cellules de votre corps. Le LDL, le mauvais cholestérol qu'on appelle, pour vous dire à quel point c'est complètement idiot de réfléchir comme ça, le LDL sont également des navettes qui vont aller aux cellules pour récupérer le surplus du coup d'hormones qui a été distribué au sein des cellules, pour le renvoyer au foie, pour que ce soit de nouveau métabolisé, pour le renvoyer à son tour par les HDL à toutes vos cellules. Donc à ce moment-là, on se dit, j'ai trop de LDL par rapport au HDL, c'est pas bon. En fait, c'est complètement faux. C'est juste que vous avez votre foie qui ne produit plus assez de LDL ou qui envoie beaucoup trop de HDL dans votre organisme. En gros, c'est un déséquilibre entre les deux. Pour faire simple, le cholestérol, c'est, vous avez commandé un colis Zalando, vous en commandez plusieurs tous les jours. Votre facteur arrive, il vient, il vous livre vos colis. Vous prenez ce qu'il y a dedans, et puis tous les cartons que vous avez, vous allez les entasser en quelque part dans une pièce. Le facteur arrive pour vous livrer le paquet, c'est le HDL. Le LDL, c'est vous qui êtes censé, ou alors on va dire c'est un autre facteur qui est censé venir pour récupérer tous les cartons, pour les renvoyer à l'usine, pour remettre dedans des choses que vous voulez commander. Et d'une fois que vous recommandez d'autres choses, il va vous renvoyer le carton, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur, et lui, il revient pour prendre le carton, pour amener à l'usine. En gros, c'est comme ça. Le problème, c'est quand le facteur arrive, il amène les cartons, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous laissez les cartons de côté parce que le facteur ne vient même plus pour les rechercher. Vous allez vous retrouver à un moment donné où toute la pièce de la maison, les pièces de la maison sont complètement bombées de cartons. Et vous n'avez plus de place pour pouvoir circuler à l'intérieur. Le problème, c'est quand le foie commence à s'encrasser, quand les organes, les artères commencent à s'encrasser de ce surplus de cholestérol, il n'y a plus assez de place pour que le sang puisse circuler, le foie commence à devenir gras, et donc il ne peut plus faire tout son travail et produire toutes les réactions enzymatiques pour pouvoir simplement travailler correctement. Et en fait, le mauvais cholestérol, c'est simplement que vous encrassez votre organisme. Je parle d'organisme et pas que de foie, d'artères ou autre, parce que c'est un ensemble, vous encrassez votre organisme avec des plaquettes de gras, en gros. Et ça vient quand le foie n'arrive plus à travailler correctement. D'ailleurs, pour en revenir à ce que je disais avant, le jeûne intermittent, en Allemagne, il y a des... Toi, tu avais fait, vous partez 14 jours en séjour, vous êtes suivi par des médecins autres pour faire un jeûne qui dure 14 jours. Alors là, par contre, ça fonctionne vraiment bien. Vu que vous avez un réel suivi derrière, on vous prend les bonnes prises de sang, on vous fait les bonnes analyses, on regarde comment votre corps bouge
à force de ne pas manger et uniquement boire, en gros, on détoxifie tout votre organisme. Vous partez de là, vous n'avez plus le foie gras, votre organisme a été complètement détoxifié et il peut recommencer à fonctionner correctement. Il y a tiré de ça plusieurs types de régimes et de jeûnes qui ont été tirés pour essayer de décrasser l'organisme. J'avais 17 ou 18 ans, une sorte de régime qui va plus ou moins dans ce sens-là. Pendant 10 jours, en gros, je ne mange que quelques quantités de légumes verts, 1 ou 2 fruits verts sur la journée et je bois beaucoup. Et en fait, après 10 jours, je commence à réintroduire tout gentiment les protéines. Après 5 jours, j'aurai introduit progressivement les lipides et je finis par les glucides. Et petit à petit, je ramène un nouvel équilibre. Il y a plein de façons de faire, mais ils ont sorti plein de méthodes pour essayer d'aller dans le sens de « je décrasse mon organisme ». Un foie ne fonctionne pas correctement, vous ne pouvez pas avoir les bonnes réactions enzymatiques, réactions hormonales. Le foie est responsable de plus de 5000 réactions enzymatiques au cours de la journée. Pareil avec l'alcool, vous buvez un verre, l'alcool, l'éthanol est tellement toxique pour votre organisme que le foie va arrêter de travailler sur tout ce qu'il est censé faire pour essayer de même pas métaboliser l'éthanol, vu que c'est tellement toxique pour l'organisme qu'il va essayer de le stocker le plus vite possible. Les alcooliques, le bidabière, c'est rien de plus que des gars qui boivent tous les jours de l'alcool et donc le foie s'encrasse, au bout d'un moment il n'arrive même plus à éliminer le surplus d'éthanol, il va le stocker là où il peut, le bidou de la bière, dans les tissus adipeux qui sont juste autour de la zone du foie. L'éthanol, c'est la même problématique en gros que le fructose et que le glucose sur une perméabilité intestinale. Votre intestin est enflammé, il laisse passer n'importe quel virus et bactéries, vous tombez tout le temps malade, vous avez mal partout, vous n'êtes pas bien. Le sucre continue sa route, sauf que comme il n'a pas pu être digéré comme il fallait avant, il va passer dans l'intestin grêle, d'où il est censé être assimilé, mais comme il n'a pas été cassé comme il fallait, il va entraîner des réactions de putréfaction, et donc vous vous retrouvez à avoir des gaz un peu toute la journée, à avoir vraiment mal au bide. Et ça, sur du moyen long terme, c'est une des premières sources de déclenchement de cellules cancéreuses. Les cancers se développent en grande partie parce que vous êtes toujours gorgé de cortisol, vous déglinguez votre métabolisme, votre organisme, votre tube digestif et intestinal, et en gros votre intestin qui ne peut plus assimiler ce qu'il faut, non seulement il ne va pas assimiler ce qu'il doit et ce qu'il peut, mais il va en plus de ça, subir des putréfactions. Le cancer, en gros, c'est des cellules qui commencent à se développer de manière totalement anarchique. On a des protons, des neutrons, des électrons dans toutes les cellules de notre corps. Quand, dans toutes ces chaînes, on commence à avoir un manque d'un neutron, d'un proton, je ne me rappelle plus, qui manque, la cellule va devoir aller en piocher un chez le voisin, ailleurs. Mais comme il va aller le piquer ailleurs, la cellule qui a été piquée ne va pas avoir une chaîne complète. Et elle va également aller piquer ailleurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des cellules qui se développent de manière anarchique parce qu'elles se retrouvent à se dévorer entre elles pour essayer de réavoir du coup la chaîne, le maillon manquant. C'est pour ça qu'on parle de manger beaucoup d'éléments antioxydants. Mais là encore, les antioxydants sont importants dans une certaine mesure. En termes de valeur, je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe, de 0 à 1, en termes d'oxydation métabolique, vous êtes dans une valeur où votre corps ne s'oxyde plus assez. Ce qui peut rendre votre corps complètement basique, ne va plus avoir les réactions et les réponses attendues par l'organisme. Vous allez créer une sorte également d'épuisement interne. Entre 1 à 10 au niveau des cellules qui ont été oxydées, on est dans un stress oxydatif qui est totalement normal. On a besoin d'avoir des réactions oxydatives pour que notre organisme et métabolisme puissent fonctionner correctement. Le problème, c'est que dès qu'on bouffe ou qu'on consomme des choses qui nous oxydent plus que 10, là par contre ça devient problématique. Et c'est là qu'il faut commencer à consommer des antioxydants à travers
de l'alimentation ou de certains compléments. Mais tout ça pour vous dire qu'on est dans un état d'équilibre interne. Les personnes qui pensent que c'est ultra mauvais tout ce qui est oxydatif et qui se bourrent d'antioxydants sont des personnes qui ne vont pas bien du tout. Ce sont des personnes qui sont également tout le temps fatiguées. C'est un état d'équilibre interne. Et donc, ça nous amène gentiment à quel est le rôle de l'alimentation dans tout ça et comment ça fonctionne. L'alimentation, ce n'est rien de plus que des aliments que vous allez ingérer qui vont, de par leur dégradation et leur assimilation, dégager une certaine énergie et qui vont engendrer une certaine réaction chimique et métabolique. Vous êtes ce que vous mangez. C'est pas si faux. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas que ça. Vous êtes en gros l'ensemble de tout ce que vous vivez. Beaucoup de personnes vivent, d'autres survivent. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On survit à partir du moment où on a perdu le contrôle sur un ou plusieurs facteurs. Et l'alimentation est un des facteurs sur lequel vous pouvez du coup reprendre le contrôle. Quand on me demande comment je fais du coup pour baisser mon niveau de stress, s'il y a des facteurs externes qui vous stressent, il y a des facteurs sur lesquels vous n'avez absolument aucune incidence. Par contre, grâce à l'alimentation et aux différentes formes de récupération que vous allez mettre en place, pour parler très simplement, si vous avez quelque chose qui vous stresse à 10 sur 10 et qui vous met dans un état où vous n'êtes vraiment pas bien du tout, vous mettez en place des méthodes de récupération et une alimentation vraiment saine, au lieu de subir un 10 sur 10 de stress, vous allez subir plus qu'un 4 ou 5 sur 10 au niveau du ressenti et au niveau de l'impact hormonal et interne que vous allez subir, ça va être vraiment fortement réduit. Ça va vraiment avoir un effet tampon sur le surplus d'acidité métabolique. Car tous ces stress-là qui produisent un excédent de cortisol va faire entrer votre organisme dans un état d'acidose métabolique. On a un état d'équilibre interne, l'acidose et les bases. On est censé être dans un état d'équilibre interne autour des, 7,34, 7,41, enfin un truc du genre. Dès qu'on est en dessous, on rentre en état basique et dès qu'on est au-dessus, on rentre en état acide. L'état basique n'est plus capable du coup d'éliminer le surplus d'agents bactériens, virus et autres. On est fatigué, on est malade, on chope tout. On est tout le temps dans un état d'acidose métabolique. On va complètement, en gros, enflammer notre corps de l'intérieur. J'aime bien dire, je suis tout le temps stressé, en gros, je m'acidifie de l'intérieur. Toutes les structures vont commencer à être enflammées. L'inflammation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, vous avez des tissus qui sont hydratés, vascularisés, qui, grâce au sang et aux différents nutriments, sont nourris. À partir du moment où vous êtes dans un état acide, les tendons, les ligaments vont commencer à s'assécher, à perdre en élasticité, les tissus musculaires vont perdre en capacité élastique, contraction, relâchement, et donc on se retrouve à avoir des douleurs un peu à droite, à gauche. À un moment, c'est l'épaule qui me tire, après sa nuque, après c'est le genou. Ah putain, mais non, c'est le dos qui m'emmerde. Ça, c'est parce qu'on a un équilibre interne qui est complètement acidifiant. Et comment on peut contrer tout ça ? En apportant, grâce à l'alimentation, des aliments qui vont tamponner ce surplus d'acidité. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez subir plein de stress différents à partir du moment où vous apportez avec l'alimentation les bons aliments au bon moment, vous apportez un système tampon qui va justement limiter, grâce à l'alimentation, le surplus d'acidité. On a d'autres facteurs, la respiration notamment, qui va vous permettre de réamener un équilibre interne. On a plein d'émonctoires entre vessie, reins, via l'urine, les selles, la transpiration, la respiration. Tous ces émonctoires-là sont faits pour éliminer le surplus d'acidité et de déchets que vous accumulez à l'interne. Les personnes qui ont du psoriasis, qui ont des problèmes de peau, qui transpirent tout le temps, qui ont une forte odeur, tous ces symptômes-là ne sont que des symptômes d'un déséquilibre interne. D'ailleurs, la plupart des personnes, ça je voulais parler à Coco, ça tombe bien que tu sois là, la plupart des eczémas sont des déséquilibres internes. Ça y est, je vais me faire défoncer ce soir. Et pour revenir du coup à notre fameuse pyramide alimentaire inversée que j'ai évoquée au début,
Aujourd'hui, on conseille beaucoup de protéines, beaucoup de graisses, et ensuite viennent les produits laitiers. Alors ça, oui et non, parce qu'on n'est pas tous faits pour digérer le lactase, donc l'enzyme qu'on retrouve dans les produits laitiers. Des personnes le digèrent très bien, d'autres, ça se passe un peu moins bien. Donc ça, j'ai envie de vous dire, ça doit être vraiment personnel. Si vous tolérez très bien les produits laitiers, consommez-en. Des sources complètes, du lait cru, du lait entier, fromage entier, on évite tout ce qui est maigre, vu que tous les laits écrémés, semi-écrémés ou les maigres ou autres, on a en gros enlevé toutes les bonnes graisses qu'il y avait dans le lait pour mettre des édulcorants, des agents conservateurs, des émulsifiants et autres, pour essayer de donner une texture au lait. Le problème, c'est que ce merdier qu'on a foutu là-dedans, il va directement aller déglinguer votre tube digestif. Le Coca Zéro, par exemple, on croit que l'aspartame ou tous ces édulcorants qu'on met dedans va tromper votre cerveau. Si vous avez écouté tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous pensez vraiment que votre cerveau va être dupé par des édulcorants? Aujourd'hui, les réactions qu'on a avec tout ce qui fout de merdier là-dedans a un impact encore plus violent que tout le sucre que vous avez dans un vrai Coca. Donc si vous voulez vous faire plaisir, buvez un vrai Coca, arrêtez avec ces conneries de Coca Zéro. Ça, c'est ce qui va mener à encore plus de déséquilibre interne. Vu qu'en fait, ces édulcorants et autres agents conservateurs et tout merdier que vous avez, l'aspartame, va quand même envoyer un signal au cerveau. Le sucre est là, mais comme on n'en a pas, il va se rendre compte de ça, l'organisme, et donc il va produire un pic encore plus important d'insuline pour aller libérer de glucagon, pour aller libérer du glucose, et donc on se retrouve à avoir de nouveau nos grosses variations glycémiques. Et en fait, je pense que ce que je vous explique depuis tout à l'heure, vous étiez au courant plus ou moins. Vous mangez du brut, le moins possible de transformé ou d'ultra transformé sur la journée, franchement, vous avez déjà fait le 80% du travail. On a tendance à vouloir aller dans des calculs mathématiques hyper méga savants, de calculer mon métabolisme basal couplé à ce que je fais dans la journée, couplé aux aliments que je mange et à l'activité sportive que j'ai pour essayer d'avoir quelque chose d'ultra méga carré. Mais à la base, vous vivez dans du stress en permanence, vous avez une hygiène de vie complètement merdique, vous bouffez des aliments ultra transformés à longueur de journée, ça ne peut pas bien se passer. Vous commencez à remplacer du coup vos émilatés, vos skirs par des aliments complets, là vous avez déjà un très bon résultat. Là je sais qu'il y a des véganes parmi nous, je vais vous faire peur, c'est le but, c'est normal. Vous pouvez trouver uniquement dans la viande certains acides aminés que vous ne trouvez en nulle part ailleurs. La problématique du véganisme, c'est que vous allez devoir essayer de combler le surplus de manque de protéines et de fer par tous vos aliments véganes. Le problème, c'est que tout ce que vous allez trouver dans vos plantes et autres contiennent énormément de phytates. Les phytates, c'est une substance, en gros, hyper mauvaise pour l'organisme qui va aller directement accrocher au fer, au calcium, au magnésium et les autres, je ne me rappelle plus, mais ce sont les plus importantes. Et donc, vous allez vous retrouver dans un état de fatigue encore plus important et vouloir réavoir votre quota de protéines sans bouffer de la viande, je vous dis la vérité, ce n'est pas possible. Et ça va déclencher du coup des problèmes de fatigue, ça va avoir des réactions assez importantes au niveau de votre système métabolique et hormonal. Donc, c'est une question de choix personnel, mais au bout d'un moment, ça va être vraiment compliqué d'avoir une hygiène de vie saine si vous ne mangez pas de viande, notamment la viande rouge. Encore une fois, pendant longtemps, on a dit la viande rouge, c'est hyper mauvais, c'est cancérigène. Il y a quelques semaines, quand ils ont inversé cette tendance de la pyramide alimentaire dans les autres formations que j'ai suivies, la viande rouge, c'est la source de protéines la plus bonne que vous puissiez trouver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la viande rouge, viande en gros des plus vivantes, qui est les plus riches en nutriments, en acides aminés, tout ce qu'on a dans la viande rouge, on ne la retrouve pas dans la viande blanche. Il n'y a pas autant de ferritine, il n'y a pas autant de chaînes d'acides aminés que vous retrouvez là-dedans.
manger de la viande rouge une fois par jour, c'est pas une dinguerie, ça devrait être normal. Dans les œufs, on retrouve énormément de nutriments que vous ne retrouvez en nulle part ailleurs. Manger des œufs tous les jours, c'est ultra bon, vraiment. Donc si vous avez déjà sur un repas une source de viande rouge, pas mal d'œufs, vous ajoutez à ça un peu de poisson ou de viande maigre, vous serez déjà parfaitement dans le tir. Après, c'est vrai que c'est une question de quantité, mais il faut vraiment réfléchir par qu'est-ce qui optimise mon métabolisme, mon fonctionnement hormonal interne. Tous les micronutriments, il n'y a pas besoin de se casser la tête à savoir où trouver ma vitamine B12, ma vitamine C et ci et ça. Si vous avez une alimentation relativement variée, équilibrée sur la journée, vous arriverez à réavoir du coup les ratios que vous êtes censé avoir. Après, si maintenant vous faites une prise de sang et qu'il y a vraiment des grosses carences, je ne trouve pas ça dingue d'aller faire des gros shots ou de vous faire une cure de compléments sur une certaine période donnée pour pouvoir avoir de nouveau un équilibre. C'est vraiment pas dingue, hein. Donc il ne faut pas être contre les compléments, la supplémentation, il faut juste le faire intelligemment. Mais avant de parler de compléments, il faut déjà parler d'équilibre alimentaire. Vous ne pouvez pas vouloir remplacer de la viande par des shakers de protéines 2 fois dans la journée. Après, si vraiment c'est compliqué, que vous n'avez pas le temps, je suis le premier à le faire 2 fois dans la journée parce qu'en fait, entre 2 patients, j'ai 5 minutes pour bouffer, je ne vais pas commencer à sortir ma barquette de poulet ou autre. J'ai mon shaker, j'ai ma poignée de noix de cajou, le shot, et au moins j'ai eu ce qu'il fallait dans la matinée. Mais par contre, si vous avez le temps de pouvoir manger, prenez ce temps pour pouvoir manger ce que vous devez manger. Au niveau de l'alimentation, je vais vous donner tous les principes qu'il faut garder en tête pour pouvoir déjà optimiser le 80% de votre alimentation. Si vous respectez le 80% de l'alimentation, le 20%, vous pouvez vous faire plaisir ou alors vous pouvez encore plus l'optimiser. Comme je vous ai parlé d'équilibre depuis tout à l'heure, la première chose à tenir compte, c'est l'équilibre nutritionnel, avoir des nutriments de qualité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout bouffer de transformé ou d'ultra transformé. De toute façon, depuis qu'on est gamin, on est habitué à en bouffer de l'ultra transformé. Donc l'organisme, le tube digestif, s'est habitué aussi à utiliser les merdes qu'on lui donne pour les transformer en quelque chose. Donc je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter. Par contre, si le 80% de votre alimentation est structurée sur des aliments bruts et non transformés, alors là, il y aura clairement un réel changement que de se faire que des aliments surgelés, transformés ou ultra transformés. Il y en a beaucoup qui mangent comme ça, souvent par manque de temps, question logistique, question budgétaire, parce que manger sainement, bah oui, ça coûte. Qu'aujourd'hui, l'argent, c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir compte. Après, à vous de voir, est-ce que vous voulez aller faire vos commissions à la COP à 200 balles ou aller à Lidl pour avoir exactement la même chose à 90 balles. Il y a des produits qu'on trouve dans certains supermarchés qu'on va préférer ailleurs. On peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais au bout d'un moment, il faut juste trouver l'équilibre entre ce qui est bon et ce qui ne nous défonce pas trop non plus le porte-monnaie. Parce que c'est vrai que manger sainement, ça coûte. Nous, on ne regarde absolument pas ça. On mise tout sur notre longévité, donc on se retrouve à environ 250 balles de commission pour les deux, du coup pour les trois, à la semaine. On va 2 fois par semaine à la boucherie, c'est de la viande midi et soir, c'est 5 repas par jour. On bouffe, mais par contre, on sait pourquoi on le fait. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment faire attention à la qualité de ce que vous mangez. Donc en 1, la qualité des aliments. En 2, la répartition des différents macronutriments, protéines, glucides, lipides, ce n'est pas un macronutriment, les fibres, mais ça reste vraiment très important dans les apports que vous allez manger. Les légumes, le matin, le midi et le soir. C'est important, même si vous n'êtes pas habitué, le matin. Vous pouvez lisser, il y a plusieurs façons de lisser la glycémie. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler, le vinaigre de cidre, le matin, en shot, va déjà abaisser votre taux d'insuline.
c'est quelque chose qui effectivement marche. Les légumes, de par les fibres, vont tapisser une partie de la paroi de votre tube digestif qui va ralentir du coup la digestion. Donc, légumes, le matin, c'est très important. Mais pareil pour le reste de la journée. C'est juste, encore une fois, on n'est pas habitué à tout ça. Dans ce que je vais vous expliquer, vous allez vous dire « Putain, c'est infaisable ». D'ailleurs, demandez à Milo, je commence à bouffer comme tu me dis de bouffer. La plupart qui suivent les programmes que je leur donne sont là, mais je ne vais jamais pouvoir le faire. Ou alors, putain, comment je vais le faire ? En fait, on a été habitué pendant toute notre vie à manger d'une certaine manière, on a eu quelques petits changements. D'un seul coup, on demande à la personne de changer carrément ses habitudes, ses quantités, éventuellement les modes de cuisson et autres. Ça fait quand même pas mal de changements. Je n'ai jamais été habitué à déjeuner, d'un coup je dois déjeuner, mais comment je vais faire ? Pour tout changement, que ce soit alimentaire, comportemental ou autre, tout passe par votre système neurologique. On est simplement en train de créer un nouveau comportement. On est en train de modifier votre structure neuronale, votre système neuronal va se modifier en créant une nouvelle habitude. C'est la puissance de la plasticité cérébrale. Je fume, je vais arrêter de fumer, j'arriverai d'arrêter de fumer. Le problème, c'est l'habitude, le geste. Qu'est-ce qui va remplacer le geste ? Je ne peux pas couper un schéma moteur qui a été intégré, mais par contre, je peux le remplacer. Je discutais avec toi de ça ce matin. C'est la première fois qu'elle fait du squat, c'est une page vierge. Après 30 minutes à faire du squat, elle squatte déjà mieux que la plupart des gens qui font des squats depuis 5 ans de leur vie. Parce qu'en fait, les personnes qui ont été habituées à mal squatter ont intégré un mauvais schéma moteur, sauf que votre corps fonctionne par économie d'énergie. Il est déjà tellement fatigué de devoir gérer absolument tout ce qui se passe dans votre corps, vous allez fonctionner par automatisme. À quel moment, quand vous partez maintenant de la maison pour aller sur le travail, vous êtes à 200% concentré sur votre trajet. La plupart du temps, on arrive au travail, on a même oublié ce qui s'est passé sur le trajet, où on était en train de passer un coup de fil ou de faire autre chose. Ça s'est fait de manière totalement automatique parce que vous avez créé toutes les connexions neuronales qui étaient liées à ce mode de conduite. Elle n'a jamais squatté, pour elle, ça lui demande un effort monstrueux. L'écart des pieds, ah merde, j'ai oublié, rotation externe, ah ouais, mes coudes, ah je m'autograndis. Pour elle, c'est un effort vraiment violent. Nous, maintenant, on arrive, bam, on y va, on ne réfléchit pas, on est bien placé, on sait comment le faire et en général, c'est assez propre. Et ce qui est le plus compliqué, c'est pour les personnes qui se sont déjà entraînées à faire des squats pendant 3, 4, 5 ans de leur vie et d'un seul coup, on leur demande de changer un comportement, une façon de faire. Il faut en général des mois, voire des années pour réussir à complètement changer l'habitude parce qu'en fait, comme le schéma neuronal a déjà été créé et renforcé, mais en fait, il ne va pas vraiment disparaître, il sera toujours là. Et on aura toujours tendance, même en ayant appris à squatter correctement, si on ne réfléchit pas à comment on le fait, à resquatter comme on faisait avant. Mais par contre, une fois qu'on y met de la conscience, ah oui, on sait également comment squatter de la bonne façon. Et là, en gros, vous avez dans votre répertoire technique 2 choses. Le mauvais squat, le bon squat. Vous devez juste choisir lequel vous allez faire. Et donc, dans l'alimentation, c'est exactement la même chose. Vous avez été habitué à avoir différentes habitudes alimentaires. Je rentre à 16h du boulot, je vais défoncer mon paquet d'Oreo. J'étais habitué à faire ça toute ma vie. Va falloir s'habituer à défoncer peut-être un paquet de salade plutôt qu'un paquet d'Oreo. L'habitude, elle sera toujours là, va juste falloir choisir qu'est-ce que vous allez défoncer en rentrant à 16h à la maison. L'habitude, elle ne peut pas disparaître. Il faut la remplacer. Et dès que vous créez un nouveau schéma neuronal, au début, les connexions synaptiques se sont faites et de par la répétition, l'induction de ce schéma synaptique va être renforcée par de la myéline. C'est un conduit qui se développe petit à petit autour des synapses qui vont permettre d'accélérer le flux électrique qui va optimiser en fait le comportement, que ce soit un geste sportif ou au niveau de vos habitudes alimentaires. C'est pour ça que je vous dis 3 semaines, 1 mois pour créer une nouvelle habitude. C'est le temps qu'il vous faut pour
à chaque repas, prendre le réflexe de « je dois sortir ma balance pour peser ce que je vais manger », parce que si on n'a jamais pesé ce qu'on a mangé, on n'a aucune idée de savoir si 50 grammes de glucides, ça correspond à 100 grammes ou 300 grammes de riz dans mon assiette. Donc au départ, oui, c'est chiant, mais vous n'avez pas le choix pour pouvoir vous rendre compte de qu'est-ce que vous mangez. C'est obligatoire. Et donc, le premier mois, prendre l'habitude de sortir sa balance pour peser les quantités d'aliments qu'on veut manger, c'est chiant. Par contre, après un mois, en fait, vous allez arriver dans votre cuisine, vous serez en train de réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire ce soir pendant que vous êtes en train de mettre votre riz dans le tube, en train de cuire la viande et en même temps de couper vos légumes pour la salade du soir, pendant que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous faites le soir, parce qu'en fait, vous avez tellement répété ce geste et cette habitude que ça devient même plus contraignant. On me demande comment je bouffe. Avec Coco, on est tout le jour, même après 7 ans, après peser ce qu'on mange. Est-ce que c'est contraignant? Pas du tout. Ça nous fait gagner du temps, bien au contraire. Parce que si je sais que je dois avoir environ 100 grammes de riz dans mon assiette, je sais que c'est environ 5 cuillères à soupe de riz cuit, j'y vais, mais c'est juste pour être sûr que je sois bien à 100 grammes plutôt qu'à 130 grammes. Parce qu'on a quand même l'envie de rester athlétique 365 jours dans l'année. Si moi je commence à ne plus peser ce que je mange, je vais avoir un changement rapide. Hein? Tu vas perdre du poids. Ça, c'est effectivement un des problèmes. C'est soit je perds du poids, soit une autre personne va prendre du poids. Au bout d'un moment, vous voulez vraiment reprendre le contrôle et faire les choses correctement, faites les choses en fait correctement. On a tendance à dire peser ces aliments, c'est contraignant, vous allez devenir complètement hystérique de l'alimentation, mais pas du tout. En fait, vous avez juste repris le contrôle sur votre façon de vous alimenter. Et d'un certain point, ça va vous rassurer de savoir ce que vous avez à manger. Et moi, c'est surtout pour éviter de gaspiller la bouffe. Je sais que quand on prépare le dimanche à bouffer, je sais que j'y vais en tout cas sur 500 à 800 grammes de riz à cuire. Parce que si je mets moins, je vais devoir une deuxième fois dans la semaine perdre du temps à recuire mon riz. Ça me fait gagner du temps, ça m'évite de gaspiller. D'ailleurs, c'est très simple. Nous, de tout ce qu'on prépare, on n'a jamais rien gaspillé. Les seules fois où on gaspille, c'est parce qu'on n'a pas pesé ce qu'on avait dû préparer en bouffe ou parce qu'on est en vacances et du coup, on ne regarde plus rien de ce qu'on fait. Résultat, on gaspille de la bouffe inutilement et on ne bouffe pas les bonnes quantités. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous êtes habitué à manger des bonnes quantités et vous bouffez carrément à l'opposé de ce que vous êtes censé manger d'habitude, votre corps, il n'aime pas tellement ça. Je suis habitué à manger d'une certaine manière. On part en vacances, petit-déj, vas-y, j'ai envie de me faire plaisir sur un porridge avec des œufs brouillés, mais du coup, je me fais plaisir. Ça correspond à plus ou moins ce que je mange d'habitude. En termes de quantité, ce n'est pas la même chose. En termes de préparation de ce qu'il y a dans mon assiette, ce n'est pas la même chose. Et d'un seul coup, je me retrouve à 10 heures à avoir une sorte d'hypoglycémie réactionnelle de merde. Je suis à 2 doigts de crever, il me faut vite bouffer quelque chose. Mon corps a tellement été habitué à manger certains types d'aliments en certaines quantités que d'un seul coup, je mange quelque chose de différent, mais pas si différent de ce que je mange d'habitude, mon corps va fortement réagir. Mais là, c'est quand on est dans quelque chose où on optimise notre corps à bien fonctionner vraiment à l'année. Ça ne risquera pas d'arriver si vous bouffez déjà n'importe comment en temps normal. C'est comme, je bois un coca, ça c'était ultra violent, je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Pourtant, je bois quand même 2 à 3 cafés par jour, des fois je me fais un petit noco. On rentre d'Égypte, on est complètement éclaté, c'est 00h30. Je veux un distributeur, je dois conduire 3 heures pour le retour. C'est soit je m'envoie un Red Bull, soit on meurt les deux. Qu'est-ce que je fais? Tu te rappelles, on n'a pas assez de pièces. Tout ce que je peux me payer avec le peu de pièces qui nous restaient, c'était un pauvre petit Coca Zéro, une petite canette de Coca, mais la petite vraiment. Je me dis, bon, c'est le seul truc que je peux avoir, vas-y. Je bois déjà une gaulée, c'est le truc qui te colle aux dents, t'es pas habitué. Je suis là, mais c'est quoi ce putain de sucre que je m'envoie dans la bouche? Une gaulée, 1 heure de temps, j'ai les yeux ouverts. Je suis habitué à boire du café pourtant et à boire des nocos. Je bois une gaulée de Coca Zéro, 1 heure de temps, je suis éveillé comme si je m'étais envoyé un rail de coke direct. Et en fait, on arrive à la maison, j'avais bu que la moitié de la petite canette. Pour dire à quel point, quand on n'est plus habitué, quand on reboit ce genre de merde, ça peut vraiment avoir des effets ultra violents sur l'organisme.
Le problème, c'est que quand on est habitué à toujours consommer ces merdes, en fait, on ne se rend même plus compte d'à quel point c'est délétère sur notre santé parce qu'en fait, notre corps est habitué à consommer ces merdes au quotidien. Pareil avec les bonbons, pareil avec l'ultra transformé, pareil avec absolument tout. Elle, 3 mois avant la grossesse, le petit chocolat, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été le petit chocolat tous les soirs, ça a été, j'ai créé une habitude d'associer le chocolat après mon souper. Il est monté dans mes macros, mon chocolat. À partir d'il y a 2 semaines en arrière, tu as commencé à le faire. Voilà. Avant, j'étais en train de créer la tête. Alors, là où je veux en venir, c'est que... Est-ce que tu as pris du poids parce que tu m'as su C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que du coup, j'ai commencé à, comme elle, à manger du chocolat. C'est quelque chose... Alors, attendez, tranquille. J'ai commencé à la suivre. J'aime, mais je ne suis pas non plus accro au chocolat, ça ne me dérange pas. Mais comme madame avait son petit carré de chocolat noir aux noisettes, aux pépites d'amande et autres dedans, vas-y, j'y vais, je la suis. Le problème, c'est que même si j'aime pas ça, je le fais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé une nouvelle habitude. Et même si j'aime pas, même si j'ai plus faim, premier réflexe, on finit notre assiette le soir à 21h45, je me lève, je vais aller prendre notre carré de chocolat. Pourtant, j'ai pas envie, j'ai pas faim. Mais mon corps le réclame parce qu'en fait, j'ai créé une habitude. J'arrive à 16h, j'ai besoin de sucre. Vous n'avez pas besoin de sucre. Vous avez créé cette habitude d'aller défoncer le placard. Vous avez juste créé une habitude. Mais, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, habitude, système nerveux, vous avez créé un schéma moteur. Même si c'est un comportement, vous avez créé un comportement lié à l'alimentation. Vous n'êtes pas bien, vous avez passé une journée de merde, première chose que vous faites quand vous rentrez, je vais défoncer le placard, vous avez créé une habitude, vous n'avez pas trouvé autre chose que d'aller défoncer le placard, c'était une habitude. Vous aurez pu remplacer par « je rentre, je vais courir ». Ça aurait été exactement la même chose, sauf que là, vous avez choisi le placard. C'est une habitude. Ce n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est de ne pas comprendre ce qui se cache derrière. À partir du moment où vous comprenez qu'en fait, vous croyez avoir faim alors qu'en fait, vous avez juste créé une habitude de vous dire à votre organisme à 4 heures, tu vas avoir faim parce qu'à 4 heures, tu dois défoncer le placard, ce n'est qu'une habitude. Si on fait une prise de sang, concrètement, physiologiquement, on peut aussi sentir le manque de sucre. Comment on peut distinguer de l'habitude ou réellement la réaction physiologique qui nous pousse au placard? ça c'est quand l'organisme n'a plus tous les besoins alimentaires. Je prends l'exemple, vous ne bouffez pas assez de glucides sur la journée, ça crée un état de déséquilibre interne. C'est ce que Milo m'avait posé en question. C'est quand avant-hier que tu m'avais demandé. Là, ou hier, je ne me rappelle plus. Je suis content, j'ai plus ces craquages. En fait, vous n'avez plus les craquages parce que vous apportez à l'organisme tout ce qu'il a besoin. Le craquage, ce besoin de sauter sur du sucre va revenir à partir du moment où l'organisme n'a plus ce que vous lui apportez. Il y aura un manque. Ce manque peut se manifester sous différentes formes. J'ai pas assez mangé le matin de glucides, je dois essayer de rattraper ça sur le reste de la journée. Ou alors j'ai direct trop mangé de glucides le matin, j'ai créé le besoin à cause des variabilités glycémiques sur la journée. Sur la journée, tu vas bouffer encore plus de sucre, j'en ai besoin parce qu'en fait, on part sur des gros pics. Mais à partir du moment où vous réapportez à votre organisme tout ce qu'il a besoin pour fonctionner correctement d'un point de vue hormonal, d'un point de vue digestif, en fait, il n'aura plus le besoin de sauter sur du sucré. Ce besoin de sucré s'associe à un besoin de survie à un moment donné. J'ai la dalle, je ne vais vraiment pas bien, j'ai besoin de sucre. Je vous rassure, vous n'avez pas faim, c'est uniquement émotionnel, psychologique, hormonal. Avant de vraiment avoir faim, vous pouvez attendre une dizaine de jours. Votre organisme, avec tout le glucagon qui va sécréter, la libération de glucides et la cétogène dans lequel il va se mettre pour dégrader le tissu gras et musculaire, les tissus musculaires en acides aminés en glucose, le tissu gras en triglycérides en glucose, en fait, vous aurez tout le temps du sucre qui va circuler dans le sang. J'ai fait l'année passée l'expérience, j'ai encore aujourd'hui
mon aiguille, mon patch pour vérifier mon insuline H24, même quand vous n'avez rien dans le ventre, en fait, vous êtes dans un état de glucose normal. Parce que votre corps fait exactement ce qu'il faut. Il entraîne les réactions qu'il a besoin pour dégrader les tissus qu'il a besoin pour les transformer en glucose. Vous pouvez rester 5 jours sans manger, vous aurez un état de glycémie qui sera parfaitement stable. Parce qu'il sait exactement comment il doit régler tout ça. Vous n'avez pas faim. Tout n'est que comportemental. Casser un schéma comportemental, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez le remplacer en lui apportant tous les repas, toutes les bonnes quantités, les bons nutriments au bon moment pour lui éviter de retourner dans cet état de stress dans lequel il est habitué à y être. Donc en fait, toutes ces crises de boulimie, d'hyperphagie ou autres, vous allez complètement les éliminer à partir du moment où vous allez enfin donner ce que le corps vous réclame depuis tant de temps. Mais il faut lui donner ce qu'il a besoin. Parce que si tu lui donnes juste un petit peu, tu sais, c'est un peu le petit sucre, tu donnes à l'enfant, le gamin il voit, tu es là avec son sachet de bonbons, mais toi tu lui donnes juste un bonbon, il va faire quoi le gamin? Il va criser parce qu'il en veut plus. Si tu lui donnes directement ce qu'il veut, il ne va pas te criser. Alors c'est un peu fort comme image, mais je veux dire l'organisme c'est la même chose. Tu donnes à l'organisme tout ce dont il a besoin, il ne va plus jamais te faire aucune crise pour te demander « défonce-moi ». J'ai suivi 9 différents types de régimes avec différents types de professionnels. Avant-dernier suivi qu'on a eu fait avec Coco, on se retrouve le samedi. Tu as le droit à ton cheat meal, à ton repas triche. Le cheat meal s'est transformé en après-midi cheat meal. Je commence à 16h, paquet d'Oreo, beurre de cacahuète, caramel beurre salé, je défonce tous les biscuits, je vide les pots. Suite de quoi? On a un gros bac de glace. Ah là, je suis nickel jusqu'à 16h. 16h, 17h, on se dirige vers la pizzeria. Je me commande une pizza familiale. Hawaï, bien évidemment. Avec dessus... Attends. La pizza hawaïenne avec à côté le Burger King, 2 burgers, les onion rings, plus un dessert qu'elle avait préparé. Et pour vous dire dans quel état on était. Moi, c'était un besoin. En fait, le mec, il nous a mis en famine toute la semaine. On se retrouve le week-end. J'ai eu tellement peu de glucides et de sucre dans la semaine qu'en fait, le week-end, j'arrive. Mais en fait, il s'est passé quoi? J'ai défoncé la familiale, j'ai défoncé 1 ou 2 burgers jusqu'à avoir la bouffe qui me finisse ici. Elle avait préparé des putains de desserts, j'ai rien pu bouffer, j'ai fini aux chiottes à vomir, quoi. Mais c'était un truc de taré, hein. Et on faisait ça tous les week-ends. On était tellement en manque, en termes de calories, je m'envoyais entre 12 à 15 000 calories en l'espace d'une après-midi. Vous vous rendez même pas compte. Donc je sais ce que c'est. Tout ce que je vous explique là, c'est pas sorti de nulle part. J'ai tout vécu. J'ai fait 9 suivis différents. Tous ces régimes que je vous parle, je les ai faits. Et j'ai vécu tous ces effets secondaires. Donc il y a une grosse partie où j'ai appris, il y a une grosse partie où j'ai vécu. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Mais je sais aussi qu'à partir du moment où on commence à réguler tout ça, on reprend vraiment le contrôle sur notre alimentation et on a 0 crise qui revient. Vu qu'en fait, notre corps, on lui redonne exactement tout ce qu'il a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, que ce soit pour recommencer à fonctionner normalement au quotidien ou pour pouvoir aller dans de l'optimisation dans les sports que vous avez. Donc c'est vraiment important de reprendre le contrôle sur absolument tout ça. Mais comment vous voulez pouvoir prendre le contrôle sur tout ça et faire attention à ce que vous bouffez si vous n'avez absolument aucune connaissance de comment le corps fonctionne? Si vous ne savez pas que le stress vous défonce et que vous faites tous les efforts du monde, vous suivez quelqu'un qui vous donne un plan à suivre à la lettre, mais qu'en fait, à côté, vous gorgez dans du stress en permanence et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, les suivis que vous avez. Mais je suis sûr et certain que ces personnes-là vivent dans ce stress chronique. C'est compliqué. Et il y a des personnes qu'on ne peut pas aider. Il y a des personnes, moi, cette fameuse gonzesse-là en question, je dis, écoute, le jour où tu auras réussi à faire un réel travail sur toi-même et que tu arrêteras de te mentir, là, tu reviens, je serai là. Mais je ne vais pas essayer de te forcer à te dire, tu as 3 semaines pour cuire ta putain de patate douce, là.
Parce qu'en fait, non, mais t'imagines le niveau dans lequel elle est pour se mettre le stress de se dire j'ai peur, je ne sais pas comment je vais la cuire cette patate. Et la nana, limite, tu sentais qu'au téléphone, ça l'angoissait d'avoir pour la première fois de sa vie un aliment qu'elle devait cuisiner. C'est ouf. Mais là, tu te rends compte quand même derrière, il y a énormément de problèmes psy qu'il faut qu'elle essaye de gérer avant de vouloir prendre un suivi à côté. Tu ne peux rien faire. Pour moi, c'est un cas désespéré. À 50 ans, si maintenant elle commence le travail, à 50 ans, il y a une chance de faire quelque chose. Mais elle est tellement abîmée par la vie et par tout ce qu'elle a eu, ça va être très compliqué de pouvoir reprendre le contrôle. Et il y a des personnes qui ne pourront jamais être sauvées. Il y a des personnes qui seront dans cet état-là à vie. Parce que tant que la personne n'aura pas fait le choix de volontairement reprendre sa vie en main, parce qu'il y a des personnes qui vivent au travers de ça. Combien de patients on a qui, en fait, tu les traites et d'un coup, tu ne les revois plus. Mais parce qu'en fait, ces personnes-là, d'un seul coup, elles vont bien, mais comme elles vont bien, elles ont perdu leur identité parce que tu vois, quand elles voient leur copine ou dans leur entourage, quand « Salut, comment ça va ?»« Oh, mais putain, tu te rends pas… Mais moi, le dos, mais si tu… » Et en fait, le jour où tu lui traites son dos qui a le plus mal au dos, bah, elle n'est plus du tout intéressante parce qu'elle n'a plus rien à raconter, parce qu'en fait, toute son identité et sa vie étaient autour de ces douleurs. Vous ne vous rendez pas compte. Je vous raconte ça, vous dites, mais il faut être complètement idiot. Mais beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure-là. Et dès qu'elles recommencent à avoir mal, ça fait quand même chier d'avoir mal, vas-y, viens me traiter. Mais dès que je vais mieux, arrête, parce qu'en fait, je suis en train de perdre mon identité. C'est un truc de débile. Pour vous dire à quel point l'aspect psychosomatique émotionnel est ultra méga important. Formation d'ostéopathie qu'on a fait avec Coco. Premier jour, le gars, il arrive. Quels sont, selon vous, les systèmes les plus importants dans le corps ? Alors bon, système musculo-squelettique sur lequel on va avoir un impact, le système neurologique, le système viscéral, crânio-sacré et autres. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a un système qui chapeaute absolument tous ces systèmes. Vous pensez que c'est lequel ? Hein ? Les deux systèmes, hormonal et nerveux, sont les systèmes qui vont du coup réguler tout votre corps. Mais au-dessus de tout ça, qu'est-ce qui fait que vous allez exploser votre système hormonal ? Le système émotionnel. 80% des gens ont des douleurs, 80% ont des problèmes à perdre du poids, 80% des gens vont mal dans leur vie parce qu'au niveau émotionnel, ça ne va pas. Je prends un exemple tout con, et pour vous dire, non mais parce que le cortisol lié au stress, il y a une réponse physiologique derrière. Le système émotionnel, on vous dit oui mais je suis stressé, oui mais je ne suis pas bien, oui mais il y a telle ou telle émotion, la colère ou ci ou ça. Je vais vous donner deux cas de figure, deux exemples. Vous traversez la route, il y a une voiture qui s'arrête, klaxonne, et elle est à ça de vous écraser. En l'espace d'une fraction de microseconde, vous êtes comme dans Matrix, la voiture fonctionne au ralenti, vous avez des super pouvoirs, vous arrivez à sprinter, à courir, à éviter la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explosion d'adrénaline et de cortisol, ce qui vous a permis en fait de fuir le danger. En gros, c'est les systèmes archaïques, soit je suis tétanisé par la peur, soit je fuis, soit je combats. On va tous réagir d'une manière différente face au danger qui nous fait face. Je fuis, problème, explosion d'adrénaline et de cortisol. Qu'est-ce qui arrive ? La zone de la nuque, de la mâchoire des masséters sont des zones qui sont bourrées de récepteurs androgéniques qui réagissent face à cette production de cortisol. Gros pic de cortisol, voilà, l'événement s'est passé. Droit derrière, vous chopez un putain de torticolis. Vous êtes là, la nuque complètement verrouillée, vous n'arrivez plus à bouger votre tête. Autre exemple, vous pétez une case, vous énervez, d'un seul coup, vous n'arrivez plus à parler, vous commencez à mailler de la gueule, vous n'arrivez plus à parler, vous sentez des espèces de cordes, la nuque, tout commence à se verrouiller, à se spasmer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a rien eu. Qu'est-ce qui a fait que votre corps commence à créer un état de tétanie au niveau de tous ses muscles ? Il y a 400 000 ans en arrière, le seul moyen de l'homme de se défendre, d'attaquer, de tuer, c'était quoi ? Il n'allait pas commencer à bastonner la bestiole à coups de poing. À part se péter le poignet, ça n'allait rien faire d'autre. Il y a 400 000 ans en arrière, pour pouvoir tuer une bête,
les masséters, les muscles les plus puissants qu'on ait dans le corps, en termes de pression qu'on puisse appliquer. Vous voulez tuer quelqu'un, vous lui sautez à la gorge, vous lui chopez la glotte, l'artère, vous serrez de toutes vos forces, vous lui arrachez, le mec il est mort sur place. Les muscles les plus puissants du corps, ça je l'ai dit à certaines personnes, pourquoi est-ce que tu as toujours, j'ai le cas d'une patiente, elle vient, elle a toujours des cervicalgies mal à la nuque, mais parce qu'en fait elle est dans un état de stress, elle se fait tabasser par son copain à la maison, la famille des deux côtés sont contre elle est en vallée, elle est seule, il n'y a personne, elle n'a pas de job, elle dépend uniquement de son copain qui ramène la thune, le seul moyen de survivre, accepter de se faire tabasser. Qu'est-ce qui se passe? Je la traite, elle a toujours des cervicalgies. Et d'un coup, je n'entends plus parler pendant 3 mois, elle revient. Puis je suis un peu étonné, je demande ce qui se passe. On s'était quitté, il est reparti avec une autre. Ah, donc en fait, si tu es là, c'est parce qu'il est revenu. Ouais. Elle vit dans un état de stress chronique, sa nuque, un putain de béton armé, mais parce qu'en fait, elle est gorgée de cortisol H24. C'est uniquement émotionnel, mais cette réponse émotionnelle va avoir un impact sur votre système hormonal qui va avoir un impact sur votre corps. Il n'y a rien eu. Elle ne se fait pas à chaque fois tanner la nuque, elle n'a pas eu de choc, c'est sa nuque qui se verrouille pour se protéger par rapport à ça. On en avait parlé hier. Je me fais opérer d'une hernie discale en 2020. 15 avril 2020, opération hernie discale. Jusqu'au 8 novembre 2020, j'ai aucune douleur. Je fais nickel ma réduc. 2 jours après l'opération, je rebouge normalement. Je m'entraîne progressivement. Jusqu'au 8 novembre, tout va bien. 8 novembre, il y a un événement. 9 novembre, j'ai le dos scié en deux. J'ai de nouveau les mêmes douleurs en barre, sciatalgie que quand j'avais l'hernie discale. Je suis là, putain, merde. Est-ce que j'ai squatté trop lourd? Est-ce que j'ai refait un deadlift qui m'a pété le dos? Qu'est-ce qui se passe? Les douleurs perdurent. Je continue à me faire traiter chez les personnes qui m'avaient traité auparavant, qui m'ont fait partir mon hernie et qui m'ont soigné. 6 mois de traitement. Février 2021, IRM de contrôle. La zone de l'hernie qui a été opérée, nickel, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Quand je me suis fait opérer de l'hernie, j'avais au passage une deuxième hernie. Donc opération L4, L5. L5, S1, j'avais une deuxième hernie qui était présente. À IRM de contrôle 6 mois après. Hernie opérée, nickel, la deuxième hernie en dessous, complètement disparue. Et j'avais les étages sous-jacents qui étaient déshydratés. C'était en discopathie de stade 1. Le dos est revenu dans un état nickel par rapport à tous les traitements, par rapport à la rééduc, la réhab que j'ai fait par après. Tout était nickel. Pourquoi est-ce que j'ai cette putain de douleur qui était exactement la même que j'avais avant quand j'avais mon hernie discale? Vous pouvez lui demander. Tous les matins, il me fallait 3 à 4 heures pour pouvoir me relever, marcher, s'emboîter, sans douleur. Qu'est-ce qui expliquait cette douleur qui était présente? Je vais faire, autour de mai-juin, je ne me rappelle plus exactement, 2021, un soin énergétique que j'allais faire pour des problèmes de sommeil à la base. Et en même temps, elle me demande mon état général. Je lui dis, écoute, à part ça, voilà, j'ai de nouveau mal au dos, ça fait un peu chier, ci et ça. Puis elle continue à me traiter, puis elle me dit, mais toi, tu as le foie qui ne va pas du tout. Elle me dit ça, je suis là, putain, je fais une cirrhose de foie, qu'est-ce qu'elle me raconte? En plus, elle me travaille dessus, j'ai mal. Et quand tu sais un peu les signes d'une hépatose et d'une cirrhose du foie, tu te dis, c'est pas bon signe. En fait, elle te travaille dessus, elle dit, mais toi, t'es en colère, il y a un truc. Puis je regarde dans les volants, je dis, mais moi en colère, qu'est-ce que tu racontes? Puis elle me dit, non, mais c'est méridien qui correspond à la colère, méridien du foie, il y a un truc, t'es en colère. Et là, on est du coup 6 mois après. Et je lui dis, mais pas du tout, tout va bien. Et puis elle continue, elle me traite, elle me pose des questions. Et 10 minutes avant la fin de la séance, elle me dit, mais c'est quand ta douleur de dos elle est apparue exactement? Puis je lui dis, c'est très simple, c'était le lendemain du jour de mon anniversaire, le 9 novembre. Ouh, ah ouais. Et puis là, j'ai capté, je me suis rappelé ce qui s'était passé. Elle continue à faire le rééquilibrage. Donc, c'est un traitement de soins énergétiques qu'elle fait. Je sors de la séance, ça va déjà mieux, mais j'ai encore ma barre au dos. Le lendemain matin, plus aucune douleur. Et on se retrouve en juin 2021, dernière date où j'ai eu mes problèmes de dos. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un problème avec une coach. J'ai commencé à avoir de nouveau la haine, gorgée de cortisol. 3 semaines c'est passé, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. J'ai rien changé au niveau de la bouffe pour vous dire à quel point le corps réagit par rapport à ça.
je recommence à avoir de la colère qui monte, je sens de nouveau le dos qui commence à méchamment me tirer. Émotionnel, rien de plus. Et de cette formation qu'on a faite, il nous disait vraiment, ce qui chapeaute absolument tout, c'est la sphère émotionnelle. Donc ce que je vous dis depuis le départ, vous pouvez avoir un 100% de contrôle sur l'alimentation que vous avez. Si au niveau émotionnel, au niveau de la gestion du stress, au niveau de votre entourage, de votre environnement, si il y a plein de facteurs qui ne sont pas maîtrisés ou il y a plein de choses qui ne jouent pas, vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous voulez perdre du gras, vous n'allez pas perdre du gras. Vous voulez prendre du muscle ou performer en sport, vous n'allez pas performer en sport. Parce que tout passe par là. Un exemple tout con, les bodybuilders, pour réussir aujourd'hui à performer, ils font quoi ? Ah, faut surtout pas marcher parce que la marche induit un stress pour l'organisme. Ah, faut surtout pas trop travailler et trop réfléchir parce qu'en fait, si je suis stressé, je produis du cortisol. Le cortisol, c'est catabolique, donc je brûle du muscle. Mais c'est pour vous dire à quel point tout est lié au système hormonal et au système émotionnel et au système neurologique. Les trois vont de pair. Pour moi, ces trois systèmes sont les systèmes qui doivent absolument être maîtrisés.